Bonjour les gens, je vous retrouve pour la fin de cette première semaine de challenge 30 jours, 30 livres pour faire un premier petit point. Je vous ai filmé des bouts de trucs pseudo-vlog ou en tout cas avis sur les livres que j'ai lus au fur et à mesure. Je vous laisse découvrir ça et on fait le point ensemble juste après. J'ai une question pour vous. Pensez-vous qu'il faille parfois mieux s'abstenir de relire des livres qu'on a beaucoup aimés quand on était enfant ou ado, au risque d'être déçu une fois adulte? Je viens de terminer, mais alors terminer est un bien grand mot, je vais vous expliquer pourquoi, la relecture de la trilogie qui ne s'appelait pas une trilogie, qui était simplement une belle saga familiale quand j'étais ado, de Marcel Pagnol, à savoir La gloire de mon père, Le château de ma mère et Le temps des secrets, même s'il y a aussi, à ma connaissance, un 4e volume qui s'appelle Le temps des amours, mais que je n'ai jamais lu et que je n'ai pas encore trouvé dans cette collection, donc je cherche dans les vides-greniers pour peut-être un jour mettre la main dessus. Mais en fait, alors même que je me suis plongée dans La gloire de mon père avec beaucoup de plaisir, j'ai assez rapidement désenchanté. Dans le sens, ah merde, je me rappelais pas du tout de ça. Pour moi, La gloire de mon père, c'est le sud, c'est les cigales, c'est les beaux paysages autour de la garrigue, au bagne, tout ça, que je n'ai jamais visité, mais que j'arrive pourtant assez bien à me représenter version cinématographique, parce que j'ai bien évidemment vu tous ces magnifiques films basés sur l'histoire donc de Marcel Pagnol. J'ai aussi énormément regardé Manon des Sources quand j'étais petite ado quoi. Enfin vraiment, je devais avoir peut-être, je sais pas moi, 11-12 ans ou ouais, guère plus à mon avis. Et je trouvais ça magnifique. Et alors le truc assez étrange, c'est que je me souviens voilà du temps qui passe doucement, magnifiquement. Et je relis La gloire de mon père et je réalise que plus de la moitié du livre de La gloire de mon père est dédié à la chasse et aux parties de chasse et à tous ces animaux qui se font buter pendant leurs parties de chasse quotidiennes, pendant leurs vacances d'été. Et là, je me dis, bah merde. Donc je suis très contente de l'avoir relu parce que ça m'a permis de découvrir ça, mais en même temps je me suis dit c'est un peu couillon parce que du coup, autant je le gardais précieusement en mode souvenir de mon enfance, autant là il a perdu tout son charme parce que j'ai changé, parce que j'ai évolué, parce que je suis végane et que le détail des parties de chasse, bizarrement, ça me fait plus triper. Mais je suis même assez étonnée d'avoir aimé à l'époque. Ou alors j'en avais lu que des passages, que petite j'ai traduit par ah bah oui, si, c'est bon, j'ai lu La gloire de mon père. Je sais pas. Mais voilà. Alors, par la force des choses, j'ai eu un peu la même impression en relisant Le château de ma mère. Ceci étant, voilà, ce n'est plus de la chasse, pardon, ce sont des parties de pièges. Il y a plein de pièges qui sont posés partout pour attraper des bestioles et les enfants sont ravis d'attraper les bestioles. Voilà. Merveilleux. Il y a quand même, on va dire, plus de sujets développés dans Le château de ma mère, puisque voilà, il y a l'amitié déjà, très importante entre Marcel et Lily. C'est très joli à voir cette amitié entre ces deux garçons, qui est en plus renforcée par l'amitié de Joseph, donc le père de Marcel, avec son oncle, dont j'ai mangé le nom, dis donc, Jules, l'oncle Jules. Donc voilà, on a des belles histoires d'amitié, on a aussi l'école qui est un petit peu plus présente, et puis un certain quotidien par rapport au fait que le lieu de vacances devient un petit peu la résidence secondaire, et on y va tous les week-ends et on retrouve certaines forces d'habitude, etc. Ce qui me rappelle un petit peu les récits que j'aime bien, comme Les 4 filles du Dr March, ou comme La petite maison dans la prairie, etc., transposé en France, transposé dans une époque un petit peu plus récente, à laquelle je peux peut-être m'identifier un peu plus, mais ça reste quand même un petit peu beaucoup de je te tue pas, et il y a des animaux qui sont crevés, et j'essaie d'en tuer d'autres, et voilà. Mais je suis tout à fait d'accord qu'objectivement c'est du domaine de l'anecdote, mais j'y suis rentrée dedans avec moins de plaisir, forcément.
Je me rappelais pas du tout de la fin, ce qui me fait encore douter de l'avoir lu en entier. Je me rappelais pas du tout de justement tout ce cheminement au travers des châteaux et donc pourquoi le nom du château de ma mère. Mais c'était aussi voilà, particulier de le relire. Je peux pas dire bien ou pas bien, j'ai aimé, pas aimé. Ça a été replonger dans des souvenirs d'enfance et me rendre compte que ce ne sont plus les mêmes. Alors, je repose ma question, est-il vraiment bien utile de relire un livre qui nous a profondément marqué il y a au moins 20 ans, tout comme est-il vraiment utile de revoir un film par exemple. Je sais qu'il y a des films que je ne revois pas parce que je les ai adorés plus jeune et que je veux garder cette impression d'adoration. Et donc, le temps des secrets, je l'ai très rapidement parcouru. J'ose pas vraiment dire que je l'ai lu en fait, parce que j'ai lu peut-être les 10 premiers chapitres et puis après j'ai sauté et puis j'ai lu quelques pages. Je me suis dit, ah ouais, je me rappelle, ah merde, ça je me rappelle pas. Il est beaucoup question voilà, d'amour, il est beaucoup question de transformation du jeune garçon qui était Marcel en jeune homme, qui commence à avoir des secrets pour ses parents, qui commence à être moins intéressé par les petites choses, qui va peut-être se brouiller avec Lily, qui va s'intéresser aux filles, etc. Voilà, il y a un petit peu tout ça dedans. Je sais pas, pareil, peut-être que je le reprendrai un peu plus tard, durant le mois d'août, peut-être que j'en lirai quelques pages par-ci par-là pour me remémorer de ce dont je me souviens. Oh, il a failli pas sortir celui-là. Mais je sais pas, peut-être que Marcel Pagnol fait partie de mon enfance et qu'il vaut mieux que je reste là avec lui. Cette semaine, j'ai aussi lu La 5e vague de Rick Yancey. Je me suis enfin lancée dedans pour le Y de son nom de famille, disons-le. Il y a 1 an ou 2, j'avais très envie de lire ce début de saga, de série. Je sais jamais, mais voilà, ça va être une série, ça, plutôt qu'une saga. Comment vous dire ? Dès le départ, l'histoire m'a un petit peu agacée. Toi et moi, il faut qu'on parle. Je me suis retenue longtemps de lire ta 5e vague. J'en ai beaucoup entendu parler. Je me suis dit, je vais attendre, je vais savourer. J'attaque, premier bon point, héros égale héroïne. Bien joué, mon gars, ça change un peu. C'est cool. Elle a l'air de bien en chier, ça va être chouette. Même pas 100 pages de passé, elle est déjà folle amoureuse depuis le CE2 d'un gars. Et la façon dont c'est écrit, ça laisse quand même sacrément sous-entendre que potentiellement le gars en question, malgré que 95% de la population soit décimée, lui il est pas mort. C'est louche. Il lui arrive des trucs. Il arrive un autre gars. Évidemment, un autre. Évidemment, il est mignon. Parce qu'elle se fait pas sauver par un octogénaire, tu vois. Non, c'est pas possible. Le gars il est pas moche, il est pas plein de pustules. C'est plutôt un beau gosse et il a presque son âge. Normal. Young adulte, bonjour. Bon. Eric déjà là ça va pas. J'en suis pas encore à la moitié. Mais s'il y a un truc que je peux te dire, c'est que t'as intérêt à me dézinguer rapidement tous ces stéréotypes. Et t'as intérêt à ce qu'il y ait du lourd derrière, parce que sinon, entre toi et moi, ça va chier. Et puis j'ai avancé un petit peu dans l'histoire et ça m'a encore un petit peu plus agacée. Et donc, pour continuer dans ta suite logique, Rick, dis-moi si je me trompe, nous sommes dans une société quasi post-apocalyptique, on va dire, où les gamins se retrouvent à nouveau sans aucun adulte, ou très peu d'adultes, et on est face à des mômes qui apprennent des métiers tout seuls. Et donc, Dumbo, lui, apprend à devenir médecin en disséquant des cadavres. Dumbo, nous avons appris l'âge quelques pages avant, et qui a donc 12 ans. Moi, je veux bien être ouverte d'esprit, imaginer qu'il a un adulte avec lui, qui n'est pas contaminé et qui lui explique tout, mais à un moment, il faudrait peut-être recadrer un peu le truc pour que, en tant qu'adulte qui aime lire ce type de livre, on se dise pas quand même que c'est un peu what the fuck, non ? Non, parce que là, moi, Dumbo qui a 12 ans et qui est médecin légiste, je peux pas, ça marche pas, ça passe pas, tu vois, c'est pas possible. Même si ce qui est très drôle, c'est que juste après vous avoir tourné ce petit bout d'agacement en direct live, je tourne la page et l'auteur se justifie du pourquoi du comment. C'était très drôle en termes de synchronicité. La 5e vague, nous sommes face à une jeune fille, Cassie, qui pour une raison X ou Y se retrouve seule. Elle a perdu toute sa famille, il y a déjà eu 4 vagues. On est dans une scène qu'on pourrait qualifier de post-apocalyptique, je crois que c'est déjà le terme que j'ai dû utiliser un peu à chaud. Il n'est pas du tout adapté et en même temps, en dire trop sur la 5e vague, ça gâche un peu le plaisir. Alors forcément, si vous l'avez lu ou si vous avez vu le film sans voir le livre, sans lire le livre, pardon, vous savez de quoi je parle,
mais je peux pas trop vous en dire plus que ça, si ce n'est qu'on retrouve le cadre classique d'un young adulte de science-fiction avec des jeunes gens qui se retrouvent un peu livrés à eux-mêmes, qui ne savent pas trop s'ils peuvent se faire confiance ou pas, où les familles se serrent les coudes, où les amitiés peuvent se nouer, où des alliances se lient, avec je suis un traître, je ne suis pas un traître, je suis réel, je ne suis pas réel, fais-moi confiance, fais-moi pas confiance. Voilà, du très basique avec une idée qui, elle, est un peu plus originale que ce qu'on peut voir habituellement, en tout cas pour ma part en termes de résumé, parce que vous le savez, je lis très peu de ce genre, même si ça m'est arrivé d'avoir des gros coups de cœur. Par exemple, j'ai adoré l'épreuve de Dashner, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, parce que c'était un vrai page-turner. J'ai pas du tout retrouvé ça dans la 5e vague, mais il y a quand même assez d'éléments pour qu'on ait envie d'aller un petit peu plus loin, et en même temps, me concernant, pas assez pour peut-être continuer. Je ne sais pas. Là, tout de suite, j'ai terminé le bouquin. Je sais vraiment pas si je vais me lancer dans un tome 2, tellement, on va dire, les nœuds d'intrigue sont classiques. J'ai commencé le bouquin et en riant, j'ai dit à mon homme « Ah bah tu vois, là, il se passe ça, donc tu peux être sûr que d'ici une centaine de pages, à peu près la moitié du bouquin, bim, il va arriver ça. » C'est arrivé. Je lui dis, bon, bah du coup, s'il se passe là, ça veut dire que le suite du scénario, ça peut être que ça. Et bim, c'est arrivé. Et c'est dommage. Je pense que ça vient pas du tout de mon intelligence ou de ma réactivité ou que sais-je. C'est que quand vous lisez, par exemple, quand vous lisez un auteur très régulièrement, il a toujours une mécanique au niveau de ses bouquins. Je me souviens qu'à une époque, je lisais beaucoup de Krishnan, par exemple. On retrouve les ficelles dans son écriture. Donc quand vous en lisez trop à la suite, vous y retrouvez. Vous en faites un de temps en temps, c'est cool, c'est sympa. Mais quand vous en lisez trop à la suite, ça perd son charme. Bah là, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a tellement de livres young adultes que j'ai même pas lu, mais dont j'ai entendu parler au travers de Booktube ou au travers de blogs ou quoi que ce soit, qui ont la même ficelle que on s'y attend, quoi. Et c'est un peu dommage. Je sais pas si c'est possible de faire autrement ou pas. Je sais pas si c'est parce que j'ai passé l'âge, mais je suis pas sûre du tout, parce que Dashner, j'ai adoré, quoi. Donc il doit y avoir un truc, mais voilà, ce truc-là manquait pour moi dans la 5e vague. Donc, puis alors je me suis achevée, parce que j'ai regardé le film. Voilà, je vous laisse découvrir mon avis à chaud du film aussi. Hier, je me suis dit que j'allais continuer le délire 5e vague et que j'allais regarder le premier film qui est sorti. Et ben voilà, je sais pas quoi en dire à part... Promis, je dirai rien sur le fait qu'à peu près toutes les sagas un peu science-fiction, young adulte sont adaptées à la va-vite. Pour ce que j'ai pu en voir, j'en ai pas vu beaucoup, mais ça m'a suffi. Non, plus sérieusement, hormis le fait que plusieurs personnages ont changé de couleur, de sexe, d'âge, pourquoi pas, mais en fait, c'est comme l'impression que j'ai eue, après ça ne regarde que moi, et c'est au prorata de mes pauvres connaissances en young adulte, en science-fiction, et puis en adaptation ciné de manière générale. Mais quand vous avez un livre que déjà à la base vous vous dites bon, ça aurait pu aller un peu plus loin, que vous regardez le film et que tout ce qui est un petit peu complexe dans le livre et du coup un peu intéressant a été retiré pour en faire un film absolument plat, quel est l'intérêt d'une adaptation? Voilà. Un simple exemple, le personnage principal, Cassie, dans le livre, elle a un peu de carafon, vous voyez, elle a bon. C'est pas non plus... mais quand même, il y a un truc. Elle sait se démerder, elle sait manier un fusil, elle apprend, elle en veut, elle tient ses promesses, elle est... Voilà, vous voyez, elle est un peu... on sent qu'elle va en chier, mais elle peut s'en sortir, quoi. Et ben dans le film, ils vous en font une espèce de gonzesse qui n'est pas foutue, encore une fois, de se démerder sans un homme, ou qui, en tout cas, y arrive beaucoup mieux quand il y a un homme dans les parages, même si, bien évidemment, elle perd ses esprits. Fait chier, voilà, je vais le dire, fait chier. Franchement, fait chier. Et puis, alors, je vous cite juste un truc, parce que voilà, si jamais vous n'avez pas vu le film, je vous spoil pas grand-chose, mais il y a plein de trucs qui sont... voilà, qui donnent
qui donnent du volume, qui donnent de la profondeur un peu à l'histoire dans le bouquin, qui ont été retirés dans le film, ce qui fait que vous avez une séquence, ou plutôt des séquences qui se suivent les unes avec les autres sans aucun lien, sans aucune explication. Il arrive des trucs, vous savez même pas pourquoi ça arrive. Un truc important, par exemple, le journal intime de Cassie qui donne pas mal d'informations sur le pourquoi du comment de sa relation avec Evan. Et ben là, c'est juste un pauvre ado qui s'est permis de lire le journal intime d'une fille. Voilà. Oh là là, c'est pas bien. Non, voilà. Je vous en fais un deuxième pour le principe. Donc, est-ce que je vais me précipiter sur le tome 2 comme je l'avais fait après le labyrinthe et que j'avais tout de suite voulu lire Terre brûlée? Non. Voilà. Et puis c'est tant mieux parce que je l'ai pas en plus, donc ça m'arrange, sinon j'étais un peu dans la merde. Mais j'ai passé un bon moment. Mais du coup, plus le temps passe, plus je m'entends dire en vidéo j'ai passé un bon moment, plus je me dis que c'est pas du tout une façon élogieuse de décrire un livre. En ces derniers jours de cette première semaine, j'ai lu 2 petits livres. Parce que rappelez-vous que j'ai dit 30 livres en 30 jours. Je n'ai pas dit 30 romans en 30 jours. Je suis pas folle. J'ai lu Maman est un oiseau de Anne Loyer, qui est un roman jeunesse. Jeunesse de chez Jeunesse de chez Jeunesse, n'est-ce pas? C'est un livre qui est assez intéressant pour les enfants, je dirais 6-8 ans, pour aborder la question de qu'est-ce que fait papa, qu'est-ce que fait maman comme travail. Pourquoi je l'ai trouvé intéressant? Parce qu'il aborde la question aussi d'un point de vue, quel est l'intérêt de la question? Je m'explique. Nous avons donc une petite fille qui s'appelle Manon, qui a une maman qui n'est pas là très souvent, parce que sa maman, elle est pilote de ligne, ce qui est juste un truc extraordinaire. C'est chouette, déjà, c'est une bonne première impression. On a choisi un métier fort à la maman. Et du coup, on a un papa qui est à la maison. Donc ça aussi, message fort. Je trouve que ce sont encore des schémas parentaux qui sont assez peu présents dans les livres. Donc c'est cool. Et ça amène plein de questions pour Manon, qui le jour où on lui demande en classe « Qu'est-ce que font tes parents ?», ne sait pas répondre parce que, de une, elle a honte. Parce que son papa, il reste à la maison, alors que tous les papas de ses copains, ils font des trucs extraordinaires, type médecin, type pompier. Et comme en fait, elle voit assez peu sa maman, et ben pour elle, sa maman, c'est pas vraiment un métier, elle le connaît pas, elle sait pas vraiment ce qu'elle fait, tout ça. Donc c'est compliqué pour elle. Donc déjà, elle, de par son milieu scolaire, dans les stéréotypes. Quand on lui dit « que font tes parents ?», elle entend « que fait ton papa ?» Voilà. Et elle en a honte. Donc pourquoi est-ce qu'elle en a honte? Pourquoi est-ce que ceci? Est-ce que c'est un métier d'être parent à la maison, etc. Il y a toutes ces questions. Il y a aussi, c'est très très court dans le livre parce que c'est même pas une page, une partie sur mais comment est-ce qu'on fait quand on a un papa ou une maman qui est une personne handicapée, qui ne peut pas travailler mais qui peut-être voudrait travailler? Comment est-ce qu'on fait quand on a un papa ou une maman qui est décédé? Comment est-ce qu'on parle de ça quand on nous demande simplement que font tes parents? Il y a toutes ces questions qui sont posées, juste simplement posées, mais qui du coup peuvent permettre, si vous lisez ce livre avec votre enfant, d'amener la discussion. Donc ça, c'est plutôt pas mal, je trouve. Pour la fin, on pourrait se dire qu'on a encore choisi quand même quelque chose qui est un petit peu stéréotypé, puisqu'au final, comme elle décide de ne plus avoir honte de son papa, elle évoque le métier de son papa, qui est donc papa à la maison, qui est un vrai métier parce qu'il doit s'occuper de ça et de ci et de ça et de ci. J'ai rarement vu de livre où la maman qui reste à la maison, elle est mise à l'honneur, ce qui est bien dommage. Mais, ceci étant dit, grâce à l'intervention de la maîtresse, elle en arrive aussi à parler du métier de sa maman. Donc au final, tous les métiers sont représentés et c'est une très bonne chose. Les deux, enfin pas les métiers, pardon, mais les deux personnes dans le couple sont représentées, ce qui est une très bonne chose. C'est un livre qui aussi peut être intéressant d'un point de vue étude de texte, notamment pour les champs lexicaux en rapport avec le fait de voler, d'être en l'air, d'être léger, de voilà, tout ce qui est aviation, mais tout ce qui est surtout s'envoler. Parce qu'il y a beaucoup de poésie sur des jeux lyriques entre la maman qui s'envole et les enfants qui restent à terre. Et ce côté de va-et-vient, où quand elle est en haut, eux ils sont en bas, mais aussi au niveau du coup des sentiments. Donc c'est assez joli. C'est très très court, hein, ça fait même pas 50 pages, pardon.
illustration comprise. Mais voilà, je l'ai pris au pif parce que j'aimais bien le dessin de l'illustration. Maman est un oiseau, allez savoir pourquoi moi j'avais interprété ça comme un livre sur le deuil, mais pas du tout, voilà. Quand c'est des livres comme ça pour enfants, j'en parle plutôt largement en vous donnant toute l'histoire. Je vous fais pas de suspense parce que j'ai plutôt tendance à les présenter comme si vous étiez de potentiels parents qui avaient envie de voir ce livre avec leurs enfants ou peut-être de potentiels, je sais pas, professeurs, j'en sais rien du tout. J'ai du mal à imaginer qu'il y ait des enfants en âge de lire ce genre de livre sur ma chaîne. Donc c'est pour ça que j'en dis un peu beaucoup sur l'histoire et qu'au final vous n'avez plus grand chose à découvrir. Je sais pas si c'est très malin de ma part, mais en tout cas, voilà. Maman est un oiseau d'Anne Loyer, aux éditions Bulle de Savon, que je ne connaissais pas, et j'aime bien le nom Bulle de Savon, donc je vais voir ce qu'ils font, je trouve ça rigolo comme nom. Et j'ai aussi lu, mais je ne vous en parlerai pas, La Malédiction des maths, qui est un album jeunesse que j'ai tout simplement adoré. Mais comme je vais vous faire une vidéo spécifique sur les albums jeunesse que j'ai empruntés pour l'été, parce que vous le savez, j'adore les albums jeunesse, et ben je vous en parlerai plus tard. Mais il est très très rigolo et il est vraiment bien fait. Et aussi bien en termes d'idées que de mise en page, que de couleurs et que de réflexion. Il peut un peu faire mal au cerveau quand même. Il y a plusieurs pages que j'ai dû lire quelques fois. J'ai regardé sur internet, ils disent qu'il est pour les enfants de 3 à 5 ans. Pour moi, c'est pour des enfants beaucoup plus âgés. Beaucoup plus âgés si vous voulez vraiment travailler dans le livre et pas simplement vous intéresser aux couleurs ou à la mise en page. Certes, dans ce cas-là, ça peut être intéressant. Mais quand vous lisez les textes, un enfant de 3 à 5 ans, non. Non, je pense pas. Enfin, c'est mon avis. Après, vous verrez bien, mais voilà. Mais bien, vraiment bien. Donc, est-ce que je peux considérer ce challenge réussi pour cette première semaine ? Non, puisque si vous savez compter ou pas, on va compter ensemble. Marcel Pagnol 1, Marcel Pagnol 2, Marcel Pagnol et demi, 5e vague, livre enfant, roman jeunesse et album enfant, on arrive à 5,5, on va dire. Voilà, donc ça marche pas, ça fait pas 7, hein, d'accord? Et puis surtout, je suis assez loin de ce que j'avais prévu de faire véritablement, qui était un livre par jour. C'était vraiment mon envie de départ. C'était pas je lis un gros pavé de 600 pages pendant 4 jours et les autres jours, je lis plein de romans jeunesse qui font 100 pages pour pouvoir réussir à faire mon décompte. C'était pas du tout ce que j'avais en tête. C'est ce qui s'est passé un peu pour cette première semaine. Parce que, bah, je sais pas, faut que je me mette en route. Vous voyez, c'est un peu le tour de chauffe, quoi. C'est pas... Non, je me suis rendu compte aussi que j'ai pas mal de challenges en cours. Bon, ça y en a un, je l'ai terminé, c'est bon. Mais l'autre, c'est le challenge, le bingo littéraire que j'organise. Et je me suis rendu compte que j'étais arrivée au stade où je cherche les livres qui vont pouvoir rentrer dans les cases et non plus je lis ce que j'ai envie et puis si ça rentre dans la case, tant mieux, si ça y rentre pas, tant pis. Donc pour cette semaine, je change de tactique et je vais lire que des livres qui me font envie et tant pis s'ils sont courts, s'ils sont petits, s'ils sont gros, si ça tient pas. Je vais vraiment y aller à qu'est-ce qui dans ma palle me fait le plus envie, que ce soit ma palle perso ou ma palle empreinte bibliothèque. Mais l'aveu pour la bibliothèque, je le ferai à la rentrée. Je vais attendre encore un peu. Donc voilà. À la semaine prochaine.